Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va revenir sur trois sujets. Tout d'abord, c'était dans la vidéo du lundi dans le school, je regardais l'impression monétaire, notamment aux États-Unis, et j'ai eu un bug quand j'ai eu les chiffres. J'y ai pas cru, c'était en live quand j'ai enregistré la vidéo, et du coup je vais vous en reparler parce que ça me tient vraiment à cœur et ça m'énerve un peu ce qu'ils sont en train de faire. Deuxième partie de vidéo, on va parler de méta, de la mauvaise ambiance qu'il y aurait au sein de l'entreprise. Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que ça va faire quelque chose dans l'analyse, etc. Et troisième partie de vidéo, on revient sur Téléperformance qui continue sa chute depuis qu'on en avait parlé, qui a un très gros dividende sur le papier, donc ça peut être tentant. Et si ils arrivent à prendre des tournants dans leur business model, c'est peut-être une opportunité. Mais je veux revenir aussi un peu sur le rationnel, les questions à se poser quand ça baisse avant de juste acheter, parler un petit peu d'analyse, etc. Sinon, la bourse va bien, on n'est pas loin des plus hauts. On revient de loin si je prends entre il y a un an et il y a quelques mois. Donc ça fait plaisir d'être toujours investi et d'acheter chaque semaine des actions, etc. et de continuer les analyses ensemble. Voilà, ça je vous en parlais dans la première partie. Pour information aussi, pour les membres premiers de la communauté, je vous avais fait une vidéo quantitative sur Broadcom, Toast, Metlen, DoorDash et Rheinmetall. Et je vous ai aussi fait la vidéo du lundi dans laquelle on revient sur mes achats, portefeuille, tout ce que je vois et ce que je fais en ce moment. Et pour ceux qui veulent avoir du contenu supplémentaire au-delà de YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté. On est de plus en plus nombreux à échanger au quotidien et en plus c'est sans engagement. Donc si au bout d'un mois ça vous plaît, vous pouvez rester. Dans le cas contraire, vous avez toujours YouTube. Et déjà juste le fait que vous regardez YouTube, c'est énorme déjà pour me soutenir et pour soutenir tout le travail et toute la communauté. Et pour ceux qui voudraient aussi de la formation, elle est disponible avec un an de communauté inclus avec l'abonnement annuel. Et évidemment, comme d'habitude, c'est aucun conseil en investissement. On attaque avec la vidéo. L'impression monétaire. Franchement, lundi, j'étais un peu choqué. En fait, je faisais la vidéo comme d'habitude et il n'y a pas de cut. C'était une vidéo qui a dû faire 30-40 minutes, comme d'habitude. Et en fait, quand je me rappelle que la Banque centrale américaine, ils sortaient les gros bras, ils faisaient les grands discours en septembre, octobre, oui, on va être strict, etc. Il y a encore de l'inflation, etc. D'ailleurs, l'inflation est revenue entre-temps, je vais vous en reparler. Et 2 mois plus tard, ils retournaient complètement leur veste et ils ont dit, ah ben finalement, impression monétaire jusqu'à nouvel ordre, on donnera la confiance qu'on veut à ces discours et on en conclura ce qu'on veut. Je leur laisse leur travail, ils se débrouillent et moi je fais mon travail d'investisseur. Et par contre, on va pas contre l'histoire. Et du coup, en regardant ce graphique lundi, notamment le M2, ben, j'ai bugué. Je vais vous le montrer. Là, donc, vous voyez, hein, clairement, l'impression monétaire est repartie. Alors là, ils avaient imprimé de façon complètement dingue en 2020 à des fins non productives, donc ça a créé énormément d'inflation. Après, ils ont un petit peu ralenti quand même. euh, En 2022, bah oui, normal, vu ce qu'ils ont fait sur l'inflation, rappelez-vous, ils nous ont monté les taux et ils ont commencé à réduire le bilan de la Banque centrale. Et là, on est reparti à fond. Et ce qui m'a surpris, c'est ça. On va démarrer en décembre. Donc en décembre, ils ont dit on va officiellement en plus dépenser au minimum 60 milliards par mois jusqu'à nouvel ordre imprimé. Vous irez voir les discours de la Fed pour ça, on va pas passer là-dessus. Et si vous regardez, donc entre décembre et janvier, on a fait, allez, plus 70-80, le mois d'après plus 100, puis plus 80, puis plus, pardon, plus 120, et donc on a fait 100, 80, 120, et le mois d'après, j'étais en train de faire les calculs en live, hein, j'ai pas coupé quand je faisais la vidéo du lundi, plus 200, j'ai mis combien dans le poste? Plus 248. 248 milliards de dollars en un mois. Le total d'argent en circulation, et je parle même pas de l'euro-dollar ni rien, ça c'est juste dans le système aux US, on est passé on est passé à 23 trillions. Et si je vous mets à mai 2025, on était à 21 800. Je suis bouche bée. 1,2 sur les 21 de l'époque, donc ça fait quoi, du 5% à la louche en 12 mois. Alors qu'on avait un discours qui disait tout l'inverse, oui, on va être dur, l'inflation, on va pas imprimer, on va remonter les taux. Alors, je rappelle, ils avaient baissé les taux parce que de toute façon, ils n'avaient pas le choix. C'est, je sais pas quoi dire. Si, je sais quoi dire du coup.
le système est inondé de cash. Et tu m'étonnes que l'inflation revient. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Oui, il y a le prix du pétrole qui était monté, et là il rebaisse bien, et tant mieux. Mais l'inflation, même sous-jacente, si on enlève l'alimentation, l'énergie, elle repart. Et c'est mon combat depuis le début, et ça m'énerve. Et là, vous voyez, je n'y a pas de cut depuis tout à l'heure, je suis en live, je dis ce que je pense. Et même les discours du type, ça m'énerve vraiment. Les discours du type le marché est trop cher, faut vendre pour racheter plus bas, ou on va avoir une nouvelle décennie perdue, etc. Il est où le marché trop cher? Et elle est où la décennie perdue? Ça fait des années que je combats ce discours. C'est triste pour ceux qui ont vendu, car celui-ci, donc le marché, il était trop cher à cause des peurs répandues. Je suis très content d'avoir tenu ce discours depuis toutes ces années, d'essayer de faire passer mon message à mon humble tout petit niveau de particulier sur YouTube. Et j'ai envie de combattre ce pessimisme ambiant, parce qu'en fait ça me saoule. Et oui, il y aura un jour où on aura une bulle. Et oui, on va s'en prendre une de baisse, ne vous inquiétez pas. On se prendra un 30%, un moins 30%, un moins 40%. Moi je l'ai pris en mars 2020, on a repris ensemble en tout 2022, puis 2025, puis 2026, il y a encore quelques mois. Et par contre, même, ok, on se prend des baisses. Comment on rattrape là les centaines de pourcents de gains qu'on a fait sur toutes ces années? Je veux dire, il y a un moment, essayez de ne pas être dans le pessimisme. Rappelez-vous du changement de paradigme, avril 2025, cette fois c'est différent, l'économie ne sera plus jamais le même, les taxes douanières, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. On est depuis ce moment-là à plus 54% sur les indices, enfin là sur le S&P 500. Pour venir rechercher ces niveaux un an, 3 mois plus tard, il faut aller faire un moins 36%. C'est l'équivalent de l'énorme crack qu'on avait eu en mars 2020. C'est pas impossible, mais qu'est-ce qu'on fait si on le refait pas et qu'on a vendu les points bas il y a un an, 3 mois? Parce que cette fois c'est différent. Moi je prends pas le risque. Et alors si on continue la hausse, on n'y reviendra peut-être jamais. Euh, Et je vais vous montrer un autre graphique qui est très parlant aussi. C'est le fameux la décennie perdue. Que les marchés sont trop chers, on regarde les PER des entreprises du S&P 500, on dit oui, historiquement c'est cher. On a fait un x2 sur les bénéfices par action de toutes les entreprises du S&P 500 en 4 ans. Je vais vous remonter ici, on va aller chercher 2022, avril, mai 2022, on est vers ici. On était à 200 de EPS, de bénéfices par action, on vient de taper les 400. Et le marché a explosé, le marché a tout simplement grandi dans sa valorisation. On peut s'amuser à mesurer depuis 2022 le S&P 500. On va se mettre à aller vers ici. On va chercher mai 2022, avril-mai 2022. Plus 88, plus 90%, bientôt un x2. Pourquoi? Parce que les entreprises ont grandi dans leur valorisation. Et c'est ce que je l'avais déjà dit plusieurs fois, et je le pense encore. Évidemment, pas acheter les yeux fermés, surtout en stock picking, acheter les bonnes entreprises au bon prix, gérer le rationnel. Pareil, gérer les émotions, ne pas vendre quand on est en train de cracher pour acheter plus bas, et ne pas acheter massivement quand on est sur les points hauts parce qu'on se dit ça y est, j'ai raté la hausse. Non, on essaie d'être un petit peu. Enfin, on essaie d'un petit peu se protéger de nous-mêmes qui peuvent être notre pire ennemi, comme le disait Benjamin Graham dans le livre L'investisseur intelligent, gérer son cash, remonter les niveaux de cash quand on est un peu cher, etc. Mais il y a un moment, ils impriment comme des fous furieux et qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus à part rester investi? Ils vont nous en refaire de l'inflation. La déflation n'est pas acceptable. Et on a des signaux de déflation qui venaient il y a encore peu de Chine, etc. Et donc voilà, là c'est vrai que si on regarde le marché, ben, si on prend ici en bleu ciel ben, le prix du marché, donc là le S&P 500 c'est le graphique qui est tracé, et si je vous prends la courbe des bénéfices par action, les forwards à 12 mois, donc futur prédit par le marché, effectivement, si vous prenez avril 2025 et avril 2026, on était en train de taper la courbe, et là on est un peu haut, mais on n'est pas si haut que ça. Ça peut respirer un peu, mais pour aller chercher les niveaux d'avril 2025, regardez mon graphique, il faudrait qu'on ait ce niveau ici, donc on vienne décorréler de la courbe des bénéfices futurs là, en bénéfices par action. Regardez à quel point on devrait baisser. C'est une baisse qu'on n'a juste pas vue depuis 10 ans. Ça veut dire qu'il faudrait un scénario très 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 catastrophique pour venir créer un tel gap. Je ne sais pas si on le fera. J'ai tendance à dire que c'est pas impossible, mais je ne veux pas parier contre rester investi. Donc oui, le marché il est peut-être un peu cher. Oui, ça peut respirer.
mais est-ce que je vais aller parier contre la capacité de toutes ces magnifiques entreprises à faire augmenter leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices, surtout quand on peut augmenter les prix dans tous les sens, parce que ils impriment énormément, il y a de l'inflation. Regardez ce qu'a fait Apple sur le prix de ses iPhones. Est-ce qu'on va ne pas acheter le nouvel iPhone si on casse son iPhone et qu'on aime iPhone parce que l'entreprise a monté le prix de son iPhone? Une question à se poser. Sur le court terme peut-être, sur le très long terme, voilà, chacun répondra à ces questions. Et bah voilà, je vais surtout pas parier contre eux alors qu'ils sont en train d'imprimer de l'argent à des fins non productives en grande partie certainement comme des zinzins, comme des voilà, de façon impressionnante. Non merci, je reste investi. Allez, on continue. Meta, il y aurait la mauvaise ambiance chez eux, j'ai vu des articles passer, on en parlait aussi dans le school, etc. Il y a eu plein de peurs répandues là-dessus, sur le fait qu'ils sont en train de perdre des cerveaux, que les gens se plaignent en interne, que ça licencie, ce qui est vrai, ça licencie, et énormément de négatifs autour de l'entreprise, alors qu'on va regarder les chiffres ensemble, bah, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Et quand on voit toutes ces peurs passer sur des articles et tout, je me dirais, est-ce qu'on est dans l'émotionnel ou dans le rationnel? Est-ce qu'on ne devrait pas en revenir aux chiffres et à l'analyse qualitative? Et vous allez voir, je pense que je ne suis pas tranché, c'est-à-dire que ça peut être un vrai problème, mais il y a un moment, il faut aussi se poser les questions. D'un point de vue de ce qui se passe en ce moment, l'ambiance, etc. Je ne sais pas si certains parmi vous ont déjà lu, par exemple, les biographies, enfin la biographie de Steve Jobs, qui est assez connue, ou encore Bezonomics, un livre sur Jeff Bezos sur Amazon, ou encore la biographie, ou les mêmes biographies d'Elon Musk, ou est-ce que vous avez écouté récemment Jensen Huang, le patron de Nvidia, la plus grosse entreprise du monde, sur comment il est au travail, comment il est exigeant avec ses employés, et comment il est entouré d'une armée de gens brillants. Ça n'a rien de choquant pour moi dans des entreprises agiles et au top du top euh, de voir ce genre de choses. Alors, ceux qui écrivent les articles, je ne sais pas chez qui ils travaillent, est-ce qu'ils sont des entreprises au top du top et des entreprises agiles? Mais je crois qu'on a tous connu cette situation où, franchement, dans une entreprise où on a peut-être travaillé, chacun aura son expérience, en tout cas beaucoup l'ont peut-être connu, où on se dit, tiens, ce serait quand même pas mal de mettre un petit peu de mouvement dans les services, dans ce qui se passe, mettre un petit peu d'agilité au travail. Et personnellement, ça ne me dérange pas d'être investi dans des entreprises de gagnants, pas de perdants, des gens qui sont bons, des gens qui en veulent, des gens qui, quand un projet est fini, sont tout à fait OK à devoir quitter l'entreprise pour aller faire un nouveau projet encore plus palpitant dans une autre entreprise plutôt que de rester 10 ans à je sais pas quoi. Maintenant, attention, faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bien évidemment que s'ils perdent tout leur cerveau, tout leur meilleur, parce que ça devient une tyrannie et qu'on n'arrive pas à retenir les talents avec une mission, un projet, bien évidemment que ça peut faire du mal. Et alors là, chacun se posera sa question. Il faut aller enquêter, il faut aller écouter la direction, essayer de voir ce qui se passe, aussi regarder les chiffres, parce que les chiffres vont parler sur le long terme. S'ils perdent tout leur cerveau, tous les gens géniaux, eh ben, peut-être que les marges vont baisser, peut-être que le chiffre d'affaires va s'écrouler, peut-être que l'entreprise va mal aller, donc juger aussi par les faits. Mais c'est vraiment une question que je me poserai. Est-ce que c'est de la peur ou pas? Et même moi, j'essaie de répondre à cette question. Pour l'instant, j'ai le sentiment que c'est beaucoup de narratifs, beaucoup de peur, mais que ça se voit pas dans les chiffres. Excusez-moi, j'ai été coupé, je reprends, ça a sonné. Et donc voilà, du coup, je me poserai ces questions sur le narratif. Personnellement, j'en suis pas convaincu que l'ambiance soit quelque chose de catastrophique. Parce que, bah, en fait, quand vous étudiez les grands patrons, et je pense que Mark Zuckerberg, qu'on l'aime ou pas, il a quand même prouvé pas mal de choses, c'est pas quelque chose en fait de choquant de voir les patrons devoir prendre des décisions un peu difficiles parfois pour le bien de l'entreprise. Allez, on va regarder les chiffres ensemble quand même de Meta, parce que je tiens à le dire que c'est assez impressionnant. Vous avez ici la croissance annuelle composée de l'entreprise, elle est depuis 2019-2018. On est sur un petit 21% par an. Et ça ralentit, c'est un petit peu, et là ça accélère. Donc on peut pas non plus leur enlever les chiffres, hein. De la même façon, je vais vous montrer les marges avec et sans les CAPEX, très important, marge sur flux de trésorerie opérationnel. Et ça, si je vous en parle, c'est parce que justement, il y a une grosse peur sur le fait qu'ils augmentent les CAPEX en ce moment, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et je vais vous montrer aussi le prix par rapport au flux de trésorerie opérationnel, parce que du coup, évidemment, vu les CAPEX, je vais plutôt m'intéresser au flux de trésorerie opérationnel, voire aux bénéfices, on pourrait le faire aussi comme ça. Ça se paye en ce moment 11 fois les flux de trésorerie opérationnels. C'est quand même bas. Je ne sais pas comment le dire autrement. Alors, on a été jusqu'à 5 fois en 2022, mais on a été aussi jusqu'à 25 fois à des moments. Donc, la valo est
si élevé que ça sur le papier. Évidemment, faire ses projections, etc., voir où on sera dans le futur, il faut se convaincre que la croissance du chiffre d'affaires va continuer. Les analystes ont l'air de le dire, vu ce que vous voyez là sur le logiciel. Et ne pas oublier que, ok, vous avez le narratif sur ça se passe mal en ce moment, sur ça investit beaucoup. Et c'est vrai, d'ailleurs je vais vous le montrer, je ne peux pas le dire autrement. Vous avez par exemple là en ce moment, en 12 mois glissants, 81 milliards de cash pour de la dette long terme à hauteur de 58 milliards plus 13. Donc ça vous fait en gros 70. On a toujours plus de cash que de dette, mais la situation se resserre. Après, est-ce qu'on peut toujours autofinancer l'entreprise? Oui, on a 18 milliards de CAPEX pour un flux de trésorerie opérationnelle qui est de 32 milliards, ce qui nous fait un CAPEX autour de 14. À noter quand même, comme je vous le disais avant, que la direction et les employés se payent pas mal. Et ça, alors, d'un côté, si on commence à aussi diminuer la masse salariale, garder les talents et essayer encore plus d'optimiser ça, peut-être que sur le long terme, il y aura moins de stock-based compensation, donc de compensation en action. Même si moi, ça ne me dérange pas d'investir sur des talents, je l'ai déjà dit. Donc voilà, globalement, on est sur une entreprise en fait qui, quand vous regardez juste le taux de croissance, je vais vous le mettre ici encore une fois, allez, sur 10 ans, on est à plus de 20% par an, on est à plus de 24% par an. On peut regarder les marges ensemble. Je vais vous les mettre ici. On est sur des marges brutes avec une énorme capacité à fixer les prix à plus de 80%. Alors c'est vrai qu'on est sur un business qui est très axé publicité, etc. Même si quand je l'étudiais, bah, vous avez par exemple aussi tout l'aspect WhatsApp. J'aime beaucoup ce qu'ils font sur WhatsApp. Vous avez aussi le fait que, par exemple, ils font le partenariat sur les lunettes connectées avec EssilorLuxottica. Il y a beaucoup de décisions que fait le patron que j'apprécie. Alors, il a aussi fait des bêtises, par exemple le métaverse. Et à vrai dire, est-ce que c'était une bêtise? C'était bien Jeff Bezos qui disait qu'il y a eu 1000 échecs à Amazon pour un succès. Et bah, rappelez-vous du Fire Phone de chez Amazon. Est-ce qu'on s'en rappelle encore du Fire Phone ou est-ce qu'on en parle encore? C'était la tentative de faire un smartphone. Non, on s'en rappelle pas forcément et ça n'a pas empêché Amazon d'avoir un succès énorme. Donc c'est ok de se tromper parfois, du moment qu'on s'en rend compte, qu'on coupe les investissements à un moment et qu'on s'entête pas trop longtemps, ce qui lui a été reproché d'ailleurs. Et là, vous avez les marges sur flux de trésorerie disponibles sans réintégrer les compensations en actions qui sont quand même toujours au-delà de 20%, voire même des pointes à 30%. Je ne sais pas quoi dire d'autre à part que je comprends que certains s'y intéressent. Les valorisations sont basses. Et est-ce que cette mauvaise annonce, etc., ne sera pas que du narratif? C'est une vraie question qualitative à se poser. Mais moi, c'est pas quelque chose qui m'inquiéterait de trop, a priori, tant que ça se voit pas dans les chiffres. En soi, je veux dire, il y a un moment dans l'entreprise, on veut des gagnants aussi. Je sais pas ce qui se passe en interne. N'oubliez pas aussi que quand il y a des conflits, la vérité, c'est toujours la première victime. Et on le saura certainement beaucoup plus tard s'il y a des actions en justice ou si alors on n'entend plus jamais parler. C'est peut-être qu'en fait, il n'y avait pas énormément de choses qui se passaient. Je continue pour finir avec Téléperformance. Et là, ça m'inquiète peut-être plus. Je voulais vous en reparler parce que l'entreprise corrigeait pas mal en bourse, je vais vous le montrer. Et je suis retourné la voir. Notamment, j'étais dans l'onglet dividendes. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais en refaire une vidéo. La boîte paye plus de 9% de rendement sur le dividende en ce moment, avec un payout ratio, donc sur les bénéfices et pas sur les free cash flow, autour des 49%, mais même sur les free cash flow, j'ai vu, ils peuvent largement le payer. Donc sur le papier, on peut se dire, allez, super dividende, entreprise massacrée, j'y vais. Oui, mais peut-être pousser l'analyse un peu plus loin et se poser des questions fondamentales. Et je dis pas que c'est une mauvaise idée, hein. Peut-être que l'entreprise ira très bien et je leur souhaite, il y a beaucoup d'emplois derrière, c'est une entreprise qui a énormément d'employés. J'avais déjà fait plusieurs vidéos dessus, ils sont dans tout ce qui est le téléphone, la télévente, le service après-vente, etc. Donc c'est beaucoup de gens qui répondent au téléphone. J'avais fait une vidéo en mars 2024 la première fois, depuis on a baissé d'encore plus de 42%. À l'époque, c'était hors de question que j'y touche, et c'est toujours le cas, et je vais vous expliquer pourquoi je ne veux pas toucher à l'entreprise. Et du coup, il y a les chiffres, on va les regarder ensemble. Mais moi, c'est une question plus sur la tendance de l'entreprise. Est-ce qu'elle va pouvoir se redresser? Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, donc là, vous avez le super ratio PFR, le super rendement sur le dividende, c'est tentant, etc. Maintenant, si on va regarder les chiffres, si ça veut bien charger, mon internet n'est pas ultra rapide, on est bon. Si je vous regarde le chiffre d'affaires, on va aller se caler jusqu'à maintenant, et vous allez voir que on est en décroissance depuis plus d'un an. Donc on est sur un business en décroissance.
On est aussi sur un business qui a bien moins de cash que ce qu'il a de dette, c'est à noter, vous avez regardé ici quand même la dette long terme, et on n'a clairement pas autant de cash. On a toujours des flux de trésorerie disponibles positifs qui permettent de payer le dividende, je l'avais vérifié aussi, là je passe rapidement dessus. Mais ma question que je vais me poser, et vous allez le voir, c'est pas sur les chiffres, c'est que va-t-il advenir de ce chiffre d'affaires? Que va-t-il advenir de cette capacité à fixer les prix? Parce que aussi beau que soit le dividende, et encore là, si vous prenez le bilan et tout, au-delà de ça, c'est pas parfait, je vous l'ai montré, vu la dette, le cash, etc., et le fait qu'il paye un dividende au lieu de peut-être rembourser cette dette, en tout cas la rembourser le plus possible pour sécuriser l'entreprise. Où vont aller ces chiffres? Où va aller la capacité à fixer les prix? Et pourquoi? C'est quoi le narratif autour de cette boîte? Ben, on est sur une boîte qui est typiquement un peu comme les logiciels en ce moment, avec des peurs autour de l'intelligence artificielle qui peuvent être de plus en plus efficaces à répondre au téléphone. Et il y a le grand débat de est-ce qu'elles seront capables de le faire un jour? Mon avis, c'est pas est-ce qu'elles seront capables de répondre à 80% des appels un jour, c'est qui le fera et quand. Il y aura toujours les 5% d'appels au téléphone où on aura besoin d'un humain, bien évidemment. Mais là, on est sur un business qui a du chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui se passe si on perd 10, 15, 20% du business au profit d'une boîte qui vient les disrupter avec de l'intelligence artificielle? Que dit la direction là-dessus? Est-ce qu'ils investissent massivement? Est-ce qu'ils nous annoncent que le chiffre d'affaires va repartir grâce à tous ces investissements qu'on ferait sur des nouveaux outils? Et en fait, j'ai pas spécialement la réponse. Par contre, j'ai la réponse qui est que je ne suis pas à ce jour capable de m'en convaincre, j'en suis plus inquiet qu'autre chose, je ne dormirai pas sur mes deux oreilles, et donc je n'investis pas aussi beau que le rendement soit. Et franchement, j'espère avoir tort, j'espère que ça ira bien pour eux, qu'on va pouvoir un jour retrouver les plus hauts, et que ça ira bien pour tout le monde, mais moi, à un moment, ce que je dis souvent ce que je dis dans un des modules les plus importants du programme, c'est à un moment, il y a une chose à ne pas perdre de vue, c'est qu'on est quand même des investisseurs et qu'on est là pour gagner de l'argent. Donc est-ce qu'ils reviendront un jour à 400 euros, sachant qu'on est à 47 aujourd'hui? Je leur souhaite. Est-ce que je suis capable d'accepter le ratio risque-récompense sur le fait qu'ils vont réussir, sachant qu'on est en décroissance sur le chiffre d'affaires depuis quand même bientôt 2 ans? Moi, je ne sais pas m'en convaincre. Donc, prudence. J'espère que ce ne sera pas, entre guillemets, ce qu'on appelle un piège à dividendes. C'est pas encore une situation catastrophique. D'ailleurs, je tiens à le dire, la situation n'est pas encore catastrophique, on n'est pas en flux de trésorerie disponible négatif. Donc voilà, c'est vraiment le genre de questions que je me poserai. Et je me tenais de vous en parler. On n'en parlera pas toutes les semaines, vous voyez, cette entreprise, j'en ai pas parlé depuis septembre 2025 parce qu'elle ne m'intéresse pas forcément. Mais c'est quand même, en tout cas, je pense important de partager ma vision des choses là-dessus. C'est pas la seule entreprise qui peut, entre guillemets, être un piège à dividendes. On en a déjà parlé d'autres, des entreprises dans l'industriel, dans l'automobile qui me font peur aussi. Et donc voilà, je me dois parfois aussi de partager ma vision des choses. Quand c'est très positif, là, comme sur Meta, où franchement, je suis assez impressionné par les chiffres. Quand c'est un petit peu plus difficile, je me dois d'en parler aussi. Et ce premier passage sur l'impression monétaire, j'espère qu'il vous aura intéressé. C'est mon combat du début de la chaîne et j'arrêterai pas de me battre pour ça. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Pour ceux qui veulent nous rejoindre dans le school, comme je vous le disais, n'hésitez pas, vous avez les liens en description. Et à très bientôt pour un prochain épisode.